Au départ, il n'y avait rien. Rien sauf chaos, le néant, l'abîme. De chaos ont émergé Gaïa, la terre, puis Eros, le vieil amour, et enfin Ereb et Nyx, les ténèbres et la nuit. Cette version grecque de l'origine du monde fait partie de toutes les histoires de création qu'on peut trouver aux quatre coins de la planète depuis à peu près toujours, qu'elles soient mythologiques ou même religieuses. Pendant des millénaires, la question de l'origine du monde était une question métaphysique, elle ne faisait pas partie des questions auxquelles la science pouvait tenter de répondre. Mais au tout début du XXe siècle, un certain Albert Einstein va changer tout ça. Depuis Isaac Newton, la gravitation est considérée comme une force qui s'exerce à distance entre deux objets à cause de leur masse. La Terre est super lourde, donc elle nous attire vers elle. Pendant plusieurs siècles, on est très content de cette idée, les équations de Newton marchent super bien et on n'a aucune raison d'en changer. Mais il faut bien admettre que c'est un peu étrange le coup de la force. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a un genre de lasso invisible qui nous tient par les pieds et nous empêche de voler? En plus, on se rend compte que les équations de Newton ne marchent pas si bien que ça pour décrire le mouvement de toutes les planètes, notamment celui de Mercure. Et c'est là qu'Einstein a un coup de génie. Il se rend compte que la gravitation est due à la structure même de l'espace-temps. En gros, le vide qu'on imagine habituellement entre les étoiles est comme une sorte de gelée qui se déforme autour des objets. C'est un peu comme quand on met une boule sur un trampoline, ça fait un creux, sauf que là on est en 3 dimensions, donc faut imaginer ça tout autour de la boule. Ce qui est vraiment dingue avec l'idée d'Einstein, c'est qu'il décrit l'espace en termes mathématiques. Tout d'un coup, l'univers n'est plus juste l'enveloppe dans laquelle les choses se passent, mais il devient lui aussi un objet qu'on peut étudier. Il a une structure, une forme et des propriétés qu'on peut connaître. Grâce à ça, la question de l'origine de l'univers n'est plus une question métaphysique, mais bien une question à laquelle la physique peut tenter de répondre. Cette théorie d'Einstein s'appelle la relativité générale et a été vérifiée expérimentalement un paquet de fois depuis. Elle permet de formuler des modèles. En gros, on construit un univers, on regarde s'il est satisfait une certaine équation, et si c'est le cas, on vérifie qu'il correspond aux observations qu'on a pu faire grâce au télescope. Alors des formes d'univers possibles et des modèles, il y en a des paquets, et pour savoir si on s'est pas trompé, on est hyper dépendant des technologies d'observation. On peut avoir un modèle d'univers qui marche bien pendant quelques années, les résultats calculés sont proches de ceux qu'on observe, et puis un beau jour, un télescope plus puissant donne de nouveaux résultats, on se rend compte que le modèle est faux et on recommence tout. Ou à l'inverse, une idée qui s'avère un peu folle à une certaine époque peut être confirmée quelques années plus tard grâce à de nouvelles observations. Du coup tout ça, ça prend du temps. L'histoire commence en 1917 quand Einstein publie le tout premier article de cosmologie relativiste, c'est-à-dire qui décrit l'univers grâce aux lois de la relativité générale. Pour Einstein, l'univers est fini, sans bord et courbé. C'est un peu comme la surface d'une boule, mais en dimension 4, donc on voit pas franchement à quoi ça ressemble. Mais au-delà de la forme, le plus important est que pour Einstein, l'univers est statique. Il a toujours eu la même tête et ne changera jamais. Mais deux physiciens intrépides, Georges Lemaître et Alexandre Friedman, se rendent compte que rien n'oblige l'univers à être statique, qu'il est tout à fait possible d'imaginer des univers qui évoluent sans contredire les équations d'Einstein. En gros, le caractère statique de l'univers pour notre bon vieux Albert reposait sur une croyance, une intuition, et non sur un fait démontré. À ce moment-là, on manque encore de données d'observation pour pouvoir trancher, et la tendance est plutôt à se ranger du côté d'Einstein, et donc à considérer que l'univers n'évolue pas. Mais à la fin de l'année 1924, le physicien américain Edwin Hubble annonce qu'il a observé, grâce à la lumière qu'elles émettent, que les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est assez cool, mais le maître, présent dans la salle à l'époque, va encore plus loin. Il se dit qu'en réalité, ce ne sont pas les galaxies qui se déplacent dans l'univers, mais l'univers lui-même qui, en gonflant, donne l'impression qu'elles se déplacent. En fait, c'est un peu comme si les galaxies étaient dessinées sur un ballon de baudruche. Quand on gonfle le ballon, elles s'éloignent les unes des autres, mais elles se déplacent pas sur la surface du ballon. Il se dit aussi que si l'univers est en train de gonfler, alors si on remonte dans le passé, il doit être tout petit. Cet univers minuscule, le maître l'appelle l'atome primitif, et c'est un premier pas décisif dans ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du Big Bang. Ça fait pas mal de remue-ménage, l'idée de Lemaître est assez neuve, et même Hubble ne croit pas à l'expansion de l'univers. Puis finalement, quelques temps après, au début des années 30, la plupart des physiciens finissent par accepter l'idée d'un univers en expansion, même Einstein, qui qualifie sa bévue de plus grande erreur de sa vie. Pourtant, au début des années 50, pour des raisons diverses et variées, on assiste à un retour en force des théories de l'univers stationnaire, celles qui considèrent que l'univers n'évolue pas. Mais le camp de l'expansion ne baisse pas les bras pour autant. Le physicien russe Georges Gamow, notamment, se dit que si l'univers est en expansion, alors il y a très longtemps, en plus d'être minuscule, il était aussi très dense, tellement dense que les différents rayonnements présents ne pouvaient pas se balader librement. Dès qu'un photon était émis par exemple, il tombait tout de suite sur une particule qui l'absorbait. L'univers était totalement opaque, on voyait rien. Gamow comprend qu'au bout d'un certain temps, à force de gonfler, les particules se sont écartées les unes des autres et la lumière a alors pu se propager librement.
Il se dit qu'il doit rester aujourd'hui des traces de cette première lumière. Si on la détecte, on aura prouvé que l'univers a alors connu une phase proche de celle de l'atome primitif, et donc que la théorie de l'expansion est la bonne. Mais Gamow est pas vraiment pris au sérieux, et le manque de communication entre les théoriciens et les expérimentateurs empêche de vérifier ses prédictions. Donc son idée, on la met de côté. Plus de 10 ans plus tard, au début des années 60, deux ingénieurs mettent en place une antenne destinée à l'astronomie dans le New Jersey. Ils se rendent compte que dans les signaux qu'ils reçoivent, ils ont un bruit de fond un peu plus élevé que ce à quoi ils s'attendaient. Alors ils vérifient tous les branchements, il vient les pigeons qui s'étaient installés sur le toit, ils refont tous les calculs et les mesures. Ils ont toujours ce bruit de fond. Arno Penzias et Robert Wilson publient alors un article expliquant qu'ils ont un bruit étrange qui provient de l'espace, sans pouvoir dire à quoi il correspond. Ce bruit parasite, c'est en fait le rayonnement qu'avaient prédit Gamow et Lemaître, c'est les restes de la première lumière émise dans l'univers. Lemaître appelait ça l'éclat disparu de la formation des mondes, et aujourd'hui on appelle ça plus modestement le fond diffus cosmologique. Cette découverte accidentelle vaudra à Penzias et Wilson le prix Nobel en 78, alors même qu'ils ne croyaient pas à l'expansion de l'univers. C'est cool tout ça, mais aujourd'hui, le Big Bang on en sait quoi? Salut, t'es qui toi? Un mec beaucoup trop animé pour faire partie de ton univers. Attends mais, t'as ma voix en plus? Ouais. Ok. Il y a 13,8 milliards d'années, l'univers était minuscule, plus petit que tout ce qu'on peut imaginer. À cette époque-là, il y a juste des particules élémentaires et des rayonnements divers et variés, ça fait une sorte de soupe cosmique. Puis, petit à petit, l'univers se met à grandir, il gonfle en quelque sorte. En gonflant, il se refroidit, et les particules peuvent commencer à se structurer, amorçant la formation des éléments tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ouais mais, attends... Quoi? Ben, c'est pas vraiment une histoire de l'origine ça, ton univers minuscule là au départ, il vient d'où? Ben, c'est-à-dire que ça, on n'en sait rien. En fait, pour savoir ce qui se passe à ce moment-là, on a besoin d'une théorie qui décrive les 4 forces fondamentales, c'est-à-dire la gravitation, la force électromagnétique et les 2 interactions nucléaires. La relativité générale décrit parfaitement la gravitation, et la mécanique quantique s'occupe des 3 autres forces. Le problème, c'est que ces 2 théories sont incompatibles, on peut pas utiliser en même temps la mécanique quantique et la relativité générale. Du coup, pour ce qui est du tout début, on est absolument incapable de dire ce qui se passe. Même la notion de temps comme on la connaît perd son sens. Du coup, tout ce que tu m'as raconté là, c'était n'importe quoi? Pas tout à fait. Pour décrire ce qui s'est passé depuis 13,8 milliards d'années, on a uniquement besoin d'utiliser une théorie de la gravitation. Comme la relativité générale marche très bien, on est certain de ce qu'on raconte. Par contre, à un moment, l'univers est tellement petit qu'on a aussi besoin de faire intervenir les autres forces, ce qu'on n'est pas encore capable de faire. Cet instant-là, on l'appelle le mur de Planck. C'est le moment où on est perdu en fait. Et ton mur de Planck là, il est longtemps après l'origine? Ça, en réalité, c'est tout le problème. Si on continue à remonter les équations, on arrive à un moment où l'univers a un volume nul et une température infinie. On a décidé de dire que ce moment-là, c'est l'instant zéro. Mais en fait, ça veut pas dire que c'est l'origine du monde. Simplement, comme c'est un point particulier dans les équations et qu'on peut pas remonter plus tôt, ben on a dit que c'était le début. Du coup, si on dit ça, le mur de Planck est environ 10 puissance moins 43 secondes après l'instant zéro, ce qui est vraiment tout petit, c'est vraiment ridicule. Mais en réalité, ça n'a pas vraiment de sens, puisque l'instant zéro n'est pas vraiment le début de l'univers, ni même du temps en fait. En gros, la théorie du Big Bang ne parle pas de l'origine de l'univers, par contre, elle raconte parfaitement son évolution depuis 13,8 milliards d'années. Et pour l'origine, le tout début, on n'a vraiment aucune idée? Disons qu'on a plein d'hypothèses, mais pour l'instant on est sûr de rien. Les 2 théories les plus prometteuses pour décrire la période de la soupe cosmique sont la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Mais pour l'instant on n'est pas encore en mesure de les vérifier expérimentalement, donc on sait pas si elles sont vraies ou non. Pour ce qui est de l'origine, certains partisans de la théorie des cordes invoquent une force, la supergravité quantique, dont les fluctuations auraient engendré l'univers. C'est possible, mais ça pose la question du lien entre les lois physiques et le monde dans lequel on vit. Quand 2 électrons se rencontrent par exemple, pourquoi est-ce qu'ils se repoussent? Est-ce qu'ils ont appris la loi de Coulomb quelque part, à l'école des électrons, ou est-ce que c'est inscrit en eux? On sait pas trop en fait. Et surtout, où est-ce qu'elles sont ces lois physiques? Si on considère qu'elles sont inscrites dans l'univers lui-même, alors elles peuvent pas lui avoir donné naissance, elles sont forcément apparues avec l'univers. A l'inverse, si on considère que les lois physiques sont en dehors de l'univers, alors il faut bien se demander où elles sont. Est-ce qu'il y a une sorte de ciel des idées un peu comme chez Platon, où flottent les concepts et les lois du monde? Pourquoi pas? N'empêche qu'il faut avouer que c'est super perturbant. En tout cas, tant qu'on sait pas, on pourra pas affirmer avec certitude qu'une certaine force a engendré l'univers. Donc on sait pas comment tout ça a commencé? On sait même pas si l'univers a eu un commencement en fait. On n'a pas de théorie fiable pour la période avant le mur de Planck. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'on n'a pas encore résolu la question de l'origine de l'univers, et qu'il reste plein de choses à découvrir, ce qui au fond est quand même plutôt cool. Bon bah, à la prochaine!
Si dans le monde il y aurait 300 Picasso, 500 Dali et disons une demi-douzaine d'Einstein, la vie sur cette planète serait pratiquement impossible, inhabitable. Mais ne vous en faites pas, il n'existe pas.